Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Nous ouvrons cette édition en commençant par souhaiter un bon mirage aux fidèles musulmans qui célébraient ce jeudi l'ascension du prophète Mahomet. Plus d'explications à suivre sur cette célébration ainsi que les traditions qui l'accompagnent dans un instant. Les derniers chiffres sur la sécurité reflétaient une baisse de la délinquance. Et bien sachez que les cambriolages ont repris du côté de Coconi, mais pas que. Nous avons rencontré des habitants qui demandent qu'on leur vienne en aide face à ce fléau. Et enfin, nous ferons le point sur les constructions scolaires, ou plutôt celles qui devraient sortir de terre dans les mois à venir. Au moins 600 salles de classe neuves dans le premier degré, ainsi que 6 collèges et 4 lycées, nous dira le préfet Dominique Saurin tout à l'heure. Mais d'abord ces images d'inondations à l'aéroport de Mayotte. Vous allez le voir dans un instant à l'extérieur comme à l'intérieur de l'aérogare. Inondation survenue à la mi-journée lors d'un bref passage pluvieux puisque cela n'a duré pas plus de 30 minutes, mais cela a suffi pour perturber l'enregistrement des passagers puisque par précaution, la direction de l'aéroport avait momentanément coupé l'électricité. L'aérogare inondée, une image, on peut le dire, récurrente à chaque saison des pluies. Reste à savoir si le problème sera réglé un jour. Je vous le disais en titre, nombreux sont les fidèles musulmans à avoir célébré le Miraj ce jeudi, c'est-à-dire l'ascension du prophète Mahomet, un jour férié chez nous, un jour de jeûne également pour les fidèles qui, pour certains, se plient à la tradition d'égorger un animal en ce jour sacré. Reportage à Ouangani et Ironibé dans Liad Bonaïssa et Daniel Abdou. Selon les textes religieux, le prophète Mahomet, guidé par l'archange Gabriel, serait allé de la Mecque à Jérusalem sur un cheval ailé, puis de Jérusalem, il est monté au ciel pour parler à Dieu sur le nombre de prières que les musulmans doivent accomplir par jour. La fête du Miraj commémore ainsi ce voyage, autrement dit l'ascension du prophète. C'est donc un jour de prière pour les musulmans, des musulmans qui jeûnent, et la tradition veut que dans les assiettes, lors de la rupture de ce jeûne, il y ait de la viande fraîche, quelle qu'elle soit. J'ai fait un grand tour avant d'arriver ici. J'ai remarqué qu'on n'a pas égorgé beaucoup de zébus. Et j'ai aussi remarqué que les poulets se vendent comme des petits pains. Et de nombreuses personnes le disent. Vous voyez, il n'y a plus de poulets ici. Et ça, c'est pas le premier arrivage, c'est le troisième. Là, j'attends un quatrième arrivage. Il y a des gens qui achètent 3, 4, voire 10 poulets. Est-ce parce que c'est moins cher ou parce qu'aujourd'hui, les gens veulent se faire plaisir avec du frais? Je viens de la campagne, je passais là, j'ai vu le poulet là. Bon, comme j'aime bien manger le poulet, je préfère aujourd'hui, comme c'est un grand jour sacré pour nous les musulmans, j'ai préféré de manger du poulet avec ma famille ce soir. Je n'ose pas manger la viande de zébu parce que les autorités ont dit qu'elle n'est pas bonne. Moi, personnellement, j'aimerais qu'on arrête d'en consommer parce que ça nous pose vraiment des problèmes de santé. Je veux manger de la viande fraîche, donc je choisis le poulet frais. C'est un grand jour. J'ai appris qu'il y a un problème avec les zébus et j'ai peur de manger la viande. On est obligé de manger de la volaille parce que c'est bien et c'est meilleur. Cette ascension est considérée comme la plus importante et grande expérience spirituelle qu'ait connue le prophète Mahomet. Ce 4 avril est un jour férié à Mayotte. C'est aussi une journée très importante pour les musulmans de l'île. Une question à présent. Où en est-on avec la fièvre de la vallée du Rift? La maladie touche humains, bovins, caprins, et inquiète les autorités comme les éleveurs regroupés en coopérative. Certains indépendants les prennent d'ailleurs pour responsables concernant la progression du virus. Voyons pour quelles raisons avec Henri Fina Mohamed et Youssouf Ahmed Matoua. La maladie gagne l'ensemble du territoire. Une centaine de cas humains et plus de 80 foyers d'animaux sont touchés par le virus. La vigilance reste donc de rigueur. Et pourtant, les éleveurs non affiliés aux associations agricoles rejettent les consignes de prévention et pensent plutôt que cette maladie est provoquée par des vaccins et des produits alimentaires qui ne sont pas adaptés aux cheptels locaux.
Ce sont les membres des associations agricoles qui sont à l'origine de tous ces problèmes. Ils vaccinent nos bêtes et ces vaccins ne sont pas compatibles avec les animaux locaux. Nos vaches divaguent dans la nature, mangent tout et n'importe quoi. Ces responsables parlent du lait contaminé par le virus. C'est normal. La provende utilisée est source de cette maladie. Le lait est trop gras à cause de cet engrais. Nous ne suivons pas leurs consignes. De toute façon, à Mayotte, seuls les responsables des associations bénéficient des aides financières. Les petits ne gagnent rien. D'autres éleveurs, même s'ils ne bénéficient pas d'aides financières, ils sont quand même vigilants. Ils consultent les vétérinaires au moindre problème constaté. Tout récemment, mon éleveur est venu me prévenir qu'une de mes vaches a fait une fausse couche. Le fœtus était suspendu dans le vide. J'ai fait appel au vétérinaire qui a réussi à faire sortir le mort-né et j'ai payé de ma poche 155 €. Entre les animaux importés illégalement et les éleveurs qui refusent les consignes de prévention, la maladie est loin d'être éradiquée. Un grand danger pour le cheptel local qui risque d'en faire les frais. Cette image à présent, celle de cet accident survenu en fin de matinée à Tsararano. Une automobiliste qui évitait un camion dans un virage n'a pu redresser son véhicule et a fini dans un arbre. Aucun blessé grave n'est à déplorer. Les 3 passagers, dont une femme enceinte, ont été pris en charge par les secours. Image signée ici Leini Seydeshim. Et nous vous le disions hier, voilà 2 semaines que les habitants du lotissement Cime de Coconi sont excédés par les vols dont ils sont victimes. Les 2 roues restent la principale cible des cambrioleurs, mais jusqu'à quand cela va-t-il durer et pourquoi personne ne vient en aide aux victimes malgré les différentes plaintes déposées? C'est la question que les victimes se posent justement. En attendant, elles se sont confiées à Leini Seydeshim et Farah Ousseini. En quelques jours, une dizaine d'intrusions. Une moto, des équipements électroniques et autres emportés par des cambrioleurs. Le cauchemar recommence pour les riverains de Coconi. 2 semaines après son installation dans le quartier, Sunita est l'une des premières victimes. J'ai ma voisine d'à côté qui m'envoie un message qui font « Attention, chez vous, ils viennent de soulever le scooter et ils partent avec là en direction justement du passage qui est là-bas. » Donc sachant qu'on n'était pas armés, nous on n'est pas parés à ce genre de situation. On s'est dit si on ouvre la porte, on se retrouve directement confronté aux individus. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête, on ne sait pas ce qu'ils ont pris. Ils sont là déterminés à prendre le scooter, donc autant leur laisser, si je puis dire, laisser prendre le scooter plutôt que nous lâcher les chiens ou nous lâcher nous là et avoir des pertes un peu plus importantes. Le groupe qui sévit dans cette zone connaît bien tous les repères et les habitudes des habitants. Cet entrepôt pourtant bien sécurisé n'a pas échappé aux malfrats. J'ai constaté qu'ils m'ont volé un groupe électrogène de 8,5 kVA, valeur d'achat neuf, ça coûte 12 000 €. Et puis voilà, moi je suis. Et puis d'autres affaires quand même. Le mec il devait être bien équipé parce que moi. En plus, ils n'ont pas laissé les crochets, ils les ont pas laissés, quoi. Ils sont partis avec. Dans cette résidence privée, il n'y a pas de gardiennage ni de système de sécurité généralisé. Les rues sont mal éclairées et les habitations faciles d'accès. La CIM qui est responsable, c'est le propriétaire. Nous payons régulièrement nos factures, la totale, quoi, même plus qu'il n'en faut. Les éclairages et tout, puisqu'ils sont responsables de la route, de l'entretien, de la totale. Pas de réponse. Pas de réponse. Malgré les relances, que ce soit par téléphone, que ce soit nous nous déplaçons en délégation ou seuls. Enfin bref, ils nous regardent avec des grands yeux. À la limite, ils ne nous connaissent même pas. Alors, chaque nuit, les riverains s'organisent pour effectuer des rondes, ce qui n'est pas sans conséquences sur le plan moral. Là, on fatigue vraiment, puisque nous passons des nuits, on va dire, on ne dort pas. On dort un tout petit peu, on est complètement stressé. Le simple citoyen que nous ne sommes pas formés pour ce type de situation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, comme je dis malheureusement et de plus en plus souvent, nous sommes abandonnés. Abandonnés des autorités, abandonnés de la CIM, abandonnés de je ne sais pas qui. Il ne nous reste plus que Dieu dans cette histoire. Mais bon, que faire? Et en ce jour, on va dire, de fête, prions.
Les victimes ont déposé plainte à la gendarmerie de Sada, mais sans grand espoir de retrouver leurs biens. Après 2 ans d'accalmie, les habitants s'interrogent sur la recrudescence de ces cambriolages et se demandent où en est le dispositif sécurité pour Mayotte déclenché après les premiers agissements des coupeurs de route en 2017. Et du côté de la Petite Terre, la société Mort et Jet, basée sur la plage du Faré, accuse le coup également après le vol de sa vedette dans la nuit de mardi à mercredi, vedette d'une valeur de 35 000 € amarrée à proximité du ponton de Dzaoudi. Voilà tout juste un mois que Wassiou Baedja, gérant de Mort et Jet, en avait fait l'acquisition, lui qui a démarré difficilement son activité tournée vers les loisirs nautiques, parle de coups montés. Il a d'ailleurs porté plainte. On l'écoute au micro de Youssouf Ahmed Matoire et Ibrahim Dogo. C'est hier matin, mercredi, donc vers 9 h. Quand on allait chercher le bateau, on s'est rendu compte que le bateau il n'était plus sur le corps mort, il n'était plus attaché. Donc on a cherché un petit peu, on s'est dit bon, peut-être que ça s'est détaché, alors que dans la nuit il n'y avait pas beaucoup de vent, il n'y avait pas de vent du tout. Donc je me suis rendu compte après que ça a été détaché carrément du corps mort. Aujourd'hui, ça nous met, on va dire, en ralenti. Ça a ralenti les activités de Mort et Jet en sachant qu'on a démarré très, voilà, on va dire dur. C'était pas facile le démarrage et qu'aujourd'hui, en nous infligeant ça, ça met forcément un coup à la société. On n'exclut pas justement la théorie du complot, parce qu'on a reçu pas mal de menaces, des gens qui viennent nous intimider ouvertement. Et voilà, aussi, il y a aussi la théorie où ça peut être des passeurs, mais moi je me dis, voilà, pour un moteur de cette puissance et avec un bateau de cette taille, ça se vole. Il y a des vols qui se font, mais c'est rare. Après, là où on avait attaché le bateau, il n'y avait que le nôtre qu'ils ont visé, ils sont partis avec. Le syndicaliste Maoulida Abdou, de nouveau devant la justice ce jeudi, relaxé en première instance. L'homme est accusé d'avoir poussé une cadre du CHM. Les faits remontent à 2017 lors d'une grève qui avait opposé grévistes et non-grévistes du centre hospitalier de Mayotte. Aldalidi et Géraldine, lui, ont suivi l'audience aujourd'hui. C'est en l'absence de la victime que s'est déroulé ce jugement en appel. Suite à l'accident, Dominique Toul, ancienne cadre du CHM, souffrirait d'importantes séquelles, notamment une perte du goût et de l'odorat. C'est la raison pour laquelle son avocat demande l'annulation du premier jugement qui avait relaxé le syndicaliste Maoulida. Il souhaite une requalification des faits en violence involontaire, car seule une condamnation permettrait à la victime d'obtenir des indemnisations. L'élément nouveau, c'est que maintenant, on a eu enfin la présence du témoin principal, du témoin des faits, que nous n'avons pas pu obtenir en première instance, qui n'était pas présente parce que le parquet ne l'avait pas cité devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou. À l'audience, les déclarations qu'a fait le témoin sont particulièrement claires sur les éléments matériels de l'infraction. Et désormais, à mon sens, il n'y a plus du tout d'équivoque sur la responsabilité du prévenu. Il a bien poussé Madame Toul de sorte qu'elle est victime, non pas d'un accident, mais elle est bien victime d'une infraction de violence. Mais la partie adverse dénonce ce témoignage. Qui se trouve être secrétaire général du syndicat qui était opposé à la grève. Le seul syndicat qui ne faisait pas partie de l'intersyndicale se trouve être le seul témoin. Donc on ne peut absolument pas écarter, et je pense qu'il ne faut absolument pas écarter, d'une part l'opposition syndicale et une animosité personnelle qu'avait cette personne à l'égard de M. Maoulida. L'avocat du syndicaliste demande la relaxe de son client. Le procureur, quant à lui, a requis 1 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende. Le délibéré de l'affaire sera rendu le 9 mai prochain. À retenir également la réunion hier à Mamoudzou de la commission des constructions scolaires. Commission présidée par le préfet Dominique Sorin. Pour rappel, et selon les mesures déjà annoncées par le gouvernement, le volet construction bénéficiera de 500 millions € sur 5 ans. Quelle en est alors sa programmation? Élément de réponse avec Hachim Seydachim et Ibrahim Dogo.
Les mesures annoncées par le gouvernement dans le plan pour l'avenir de Mayotte se confirment. Ainsi, l'État s'engage à hauteur de 500 millions d'euros dans la construction scolaire sur les 5 prochaines années. C'est entre 50 et 60% d'euros de crédits de plus là, qui vont être engagés dans les années à venir. Pour, en résumé, c'est construire 400 salles neuves de classe, c'est en rénover 600. C'est également construire 67 réfectoires, 6 cuisines centrales. Et également, pour ce qui concerne le second degré, il y aura 6 collèges qui seront soit livrés, soit mis en chantier pendant cette période, et 4 lycées qui seront également soit livrés, soit mis en chantier pendant cette période. Cette nouvelle programmation est un bon départ pour les collectivités locales, l'occasion pour les communes de fixer leurs priorités. Nous avons eu bien sûr un catalogue bien précis concernant les constructions qui ont été déjà réalisées, les rénovations qui ont été déjà réalisées et les constructions futures qui doivent être faites dans les différentes communes. Et les montants qui sont alloués à ces différentes communes et que nous avons dit que la priorité des priorités est donnée dans les communes qui ont du foncier. La priorité aussi est donnée dans les communes qui ont des rotations. Cet investissement garantit la consommation des fonds alloués aux communes ainsi qu'un appui technique. On va aider les mairies sur les aspects techniques, c'est-à-dire quelles spécifications pour les écoles. D'ailleurs, il faut qu'on s'oriente vers des écoles, une école type, pour gagner, économiser, non pas pour avoir des sous-normes, mais au contraire pour avoir quelque chose qui soit le mieux possible et au meilleur coût. Donc, ingénierie en matière technique, en matière financière, en matière réglementaire, puis surtout la maîtrise du foncier, qui est un des éléments essentiels ici à Mayotte pour réaliser ces projets. Et on a sélectionné des projets qui peuvent surtout démarrer tout de suite, c'est-à-dire qu'on soit sûr d'utiliser les crédits qui nous ont été confiés. Ces efforts sur les nouvelles constructions, rénovations et restaurations auront des effets positifs sur l'éducation des enfants. Ces investissements devraient également réduire le nombre de rotations dans les écoles, mais ils n'annoncent pas encore leur fin. Et pour finir, je vous emmène à présent dans la grande galerie du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Depuis hier, vous pouvez y découvrir une exposition sur le monde sous-marin ainsi que l'aventure des premiers plongeurs de l'histoire, fascinés par ces fonds toujours méconnus pour certains. Pierre Yoven, Emmanuel Morel vous donne un petit aperçu de ce qui vous y attend. À noter que cette exposition est visible jusqu'en janvier 2020. Regardez. L'homme sur la Terre a toujours voulu aller plus loin, pénétrer et conquérir des territoires nouveaux. En 325 avant notre ère, Alexandre le Grand teste le tonneau rendu étanche. Il descend à 10 mètres dans la mer, selon la légende. Depuis, le prince Albert Ier et d'autres explorateurs, comme Jacques-Yves Cousteau, enchaînent des expéditions toujours plus profondes et merveilleuses. L'océan est quelque chose de magique, c'est quelque chose d'immense qu'on connaît mal. Et l'objectif, c'était d'émerveiller le public. La consigne que j'ai donnée, c'est en gros pas de baleines, pas de dauphins, pas de requins. Et on va montrer un océan que les gens ne connaissent pas. Et à travers ça, on va essayer de les émerveiller. Et mon objectif, c'était de faire une sorte de vaccin contre l'indifférence. Une faune sous-marine extraordinaire habite dans les profondeurs. Ces espèces de l'infiniment petit circulent en permanence dans les courants du globe. Des milliards de planctons et d'oligo-éléments abondent et nourrissent la faune et la flore sous-marine. Le Muséum de Paris nous offre une plongée insolite à la rencontre de ce vaste écosystème méconnu. Un monde miniature si fragile, patiemment répertorié après chaque expédition, comme avec Tara Expédition à Mayotte. On a fait une étude globale du plancton dans tous les océans du monde, donc Mayotte y compris. Je pense que c'était vraiment la première appréciation globale du plancton dans tous les océans. Des années de recherche et d'analyse sur les bactéries et les virus ont été réalisées. Les scientifiques continuent de découvrir des nouvelles espèces dans l'écosystème de notre planète. Certaines molécules actives servent dans la fabrication de médicaments, comme avec ce cône grâce au milieu marin. En faisant de la chimie un petit peu fine, on arrive finalement à isoler une molécule très active qui est un analgésique qui est 1000 fois plus efficace que la morphine. Donc c'est vraiment un produit assez extraordinaire et on a la chance que cette molécule, on est capable de la synthétiser. L'homme a découvert récemment le plus vieux poisson du monde en Afrique,
le sélacanthe, par 130 mètres de fond, un vertébré géant, comme le régalec, un poisson rayonnant au large de Villefranche-sur-Mer. Voilà donc une idée de sortie si vous prévoyez vos prochaines vacances à Paris. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Je vous rappelle que ce jeudi 4 avril, les fidèles musulmans de Mayotte ont célébré le Miraj qui représente l'ascension du prophète Mahomet. À cette occasion, et comme le veut la tradition, un animal a été égorgé. Les vendeurs de viande de zébu et de volaille n'ont donc pas chômé aujourd'hui. Papino Zaidani tout de suite pour le journal en Maoré. Demain à 7h15 en radio, l'invité de Danji Rakotondravola dans Aqueli sera Flaxine Daniel, référente cadre et mobilité internationale à Pôle emploi. Quant à nous, on se retrouve demain à 13h. Excellente soirée à vous.